une petite demeure. À l'âge de 14 ans, je me suis mariée avec Jeff Buckley. J'avais une copine, une blonde décolorée qui se faisait appeler Courtney. Elle était branchée gothique, spiritisme et grunge. Je l'ai côtoyée quelques années jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le sud avec un punk qui s'appelait Mickey. En fait, ça consistait surtout à se retrouver dans sa piaule chez ses parents à Noisy-le-Grand. On n'y fumait rien d'autre que des clopes et au pire, on buvait des panachés Leader Price. Mais surtout, ce qu'on adorait, c'était invoquer les esprits. Elle s'était déjà mariée avec Kurt Cobain, donc pour moi, il restait Jeff Buckley, star du rock et mort. Parfait. Elle nous a donc mariés dans une cérémonie obscure. Je revois son cendrier de tête de mort posé à même la moquette et ses ongles rongés avec du vernis rouge écaillé. Quand j'ai repris le RER à Noisy, j'étais mariée. Je suis rentrée chez mes parents, je suis retournée en classe au collège et ma vie avait changé. J'étais mariée à Jeff Buckley. Et bien sûr, je suis tombée enceinte. La copine m'a dit qu'une nuit, je sentirais que ce serait le moment d'accoucher. Et qu'alors il faudrait que j'appelle le docteur Marie, que c'était elle qui mettait les enfants au monde et qu'elle viendrait me voir. Et pendant une de mes nuits d'adolescence, elle est venue. Sûrement pendant la nuit la plus triste, une de ces nuits inquiètes et angoissées, seule dans mon lit, dans ma chambre de la maison parentale. Sûrement une des nuits où j'avais le plus peur d'être là, où j'avais le plus envie de partir, de me sentir quelque part enfin chez moi. Ce dont je rêvais, être chez moi, à un endroit en sécurité et en liberté. Donc, une nuit d'angoisse, elle est venue et j'ai accouché de cet enfant fantôme. Alors méfie-toi, je suis une femme mariée, au moindre problème, tu sais que je repartirai avec Jeff. Mais je l'entends parfois qui t'appelle. Oui, la nuit ou les jours de grand vent. J'entends sa voix qui vient de la petite rivière qui passe dans notre jardin. Il connaît ton prénom et il le répète plusieurs fois. La voix de ton jeune mari fougueux, je l'entends, qui sort de la rivière. Il dit mon nom avec l'accent américain. Oui, ma chérie. De grandes fenêtres. Un été, je l'ai vu étouffer. 2 mois à la voir se débattre. Sauter du lit à 6 heures du matin parce que rester allongé plus longtemps, c'était la mort. Être dehors le plus possible. Je bossais sur le montage d'un spectacle la journée, parfois je rentrais tard le soir. Ça a été ? J'ai eu l'idée de faire du camping. On a acheté tout le matériel, comme quand on s'est rencontrés. Même les parois de la tente, c'était trop parfois. Dans le sud, la toile de tente plus la chaleur qui restait même à minuit, c'était trop. Je l'ai vue sortir de la tente comme on sortirait d'un cercueil. Je me suis dit que si elle mourrait, on n'arriverait jamais à l'enterrer. Même morte, elle resterait couchée sagement, avec un couvercle sur elle, impossible. Il faudrait la brûler pour qu'elle accepte la mort. Qu'est-ce que je devais faire ? Est-ce que quelqu'un m'avait jamais appris à sauver la femme que j'aime ? Elle ne voulait pas que j'en parle à qui que ce soit. Ne dis rien à personne. Personne ne doit savoir. Pourtant, c'est ça qu'il me faudrait sentir beaucoup d'amour. Et s'il ne donnait pas d'amour en retour ? Et s'il pense que je suis trop fragile ? S'il pense que tu n'as pas choisi la bonne ? S'il pense d'abord à toi qui aurais dû ou pu choisir une fille plus forte, plus stable, s'il te plaigne ? S'il ne m'attrape pas par le bras pour me retenir, me garder avec eux, avec vous, s'il me regarde comme une morte, s'il me jette au feu d'emblée, qui me dit que derrière mon dos, ils ne vont pas préparer l'après, qu'ils ne vont pas prévoir ce que tu devras faire, où habiter, quand déménager ? Et un balcon en fer forgé. Une nuit, je me réveille. Tout est noir et calme. Tout le monde dort dans la maison. Je regarde l'heure, il est 4 heures du matin. J'entends un chant d'oiseau. Le chant me semble grave. Je sors du lit, je descends. Je sors dans le jardin, je suis pieds nus sur les pierres de la terrasse. Elles ne sont pas froides.
On est au cœur de la nuit noire. Et l'oiseau continue à chanter. Il n'y a aucun autre son que lui, il n'y a pas de vent ni d'autres oiseaux, rien. L'air est épais, les arbres sont là, le verre est devenu noir. Rien n'a disparu, mais tout est endormi, sauf l'oiseau qui chante. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'appelles personne, personne ne te répond. Tu chantes? C'est un rossignol. Qu'est-ce qu'il dit? Il t'a appelé? Il a dit qu'il voulait te voir. Il a dit qu'il ne voulait pas te laisser dormir. Il a chanté tellement fort que tu t'es réveillé. Il voulait que tu entendes son chant d'amour. Il dit que les amoureux ne doivent pas dormir la nuit. Il dit la nuit n'est pas noire. Elle est violemment zébrée de rouge. Il dit chante, crie, sois sauvage. Ce que j'aimerais ne plus dormir. Le soir, je ne veux pas aller me coucher. Je veux encore parler avec toi. Je veux qu'on rachète des bougies et qu'on les pose par terre, qu'on se foute des produits toxiques qu'il y a dedans, qu'elles soient parfumées à la pêche. Je veux que toutes les fenêtres soient ouvertes. Je veux encore m'asseoir par terre en tailleur avec toi et que tu me parles des trucs bizarres ou drôles que tu as vus dans la journée dans les théâtres où tu vas. Parle-moi des mecs de la régie et des comédiens. Demain, je me lève tôt. J'ai préparé mes affaires dans la cuisine, je ne te réveillerai pas. Ouvrir les yeux et découvrir que tu es encore dans la cuisine. Découvrir que tu ne manges pas quand tu es seul, mais que tu as fait couler le café. Trouver ta brosse à dents sur l'évier et un peigne à côté. Un peigne? Oui, sinon ils prennent une drôle de forme. Tu es très beau. Il est à peine 5 heures. C'est moi qui t'ai réveillé? Non. Le plaisir qu'on a à être debout tous les deux à 5h30 du matin et à boire un café debout dans la cuisine. Et un reste de glycine à ranimer. Régulièrement, je retourne à Paris. Je vois mon éditeur, le conseiller littéraire et le directeur du comité de lecture. Que des mecs. Quoi? Je sais pas, on dirait qu'il y a que des hommes autour de toi dans l'écriture. Ils sont tous homosexuels. Ah. Devant des pierres larges et chaudes qu'on appellera terrasses. Je veux que tu arrêtes de fumer. Mais je fume pas. Si, tu fumes. Je fume une cigarette en arrivant au théâtre et une après le spectacle, c'est tout. Vous jouez 33 soirs, ça fait déjà 66 cigarettes. Écoute, c'est trop stressant, c'est juste mon petit moment à moi. Et le week-end, quand je suis avec toi, je fume pas. Je veux que tu arrêtes. Je voudrais que tu arrêtes de fumer, de boire, de manger gras, que tu fasses du sport. Je te préviens, hein, tu n'as pas intérêt à être malade maintenant. Pas maintenant qu'on est venu vivre ici, dans cet endroit où je connais personne. Je ne pourrai jamais vivre ici toute seule. Je t'interdis de mourir. Ok, d'accord. De l'herbe partout. Il aime quand je suis assise à une table et que je lui dis que j'écris. Il dit « J'adore quand tu écris dans la maison ». On dirait vraiment qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour notre couple et notre vie que de me découvrir installée quelque part, au petit bureau de la chambre, sur la table de la cuisine, au milieu du salon, en train peut-être d'écrire. Alors, il rend la maison silencieuse. Il me nourrit à intervalles très réguliers de plats délicieux et dès qu'il a le dos tourné, de toute façon, je me nourris en continu. Cacahuètes à 9h du matin, café, chips, pommes, n'importe quoi qui me remplit et m'occupe. J'ai envie de fumer et j'écris avec ça. Ce manque. Cette énergie qui bouillonne du drogué en manque. Et toi, j'ai l'impression que tu parcours la maison sur la pointe des pieds en frétillant et en répétant « Elle écrit, tu écris, écris ma chérie ». Et la plupart du temps, je n'écris pas. Toutes les idées me viennent dehors,
en allant voir la cancérologue à l'hôpital. Ça, tu ne l'imagines pas. La première fois que j'y suis allée, j'ai emporté le livre de cet auteur drôle que tu détestes. J'ai pensé que la meilleure manière d'aller là-bas, c'était de lire ça dans la salle d'attente. Et j'ai eu raison parce que la femme de l'accueil a été si gentille en voyant ma convocation qu'elle dégoulinait de compassion et encore une fois, je me voyais morte. Ou alors je lis le dernier texte d'un auteur allemand qui bourre son texte de PD et de scènes porno. Et il y a toujours un moment où j'oublie de bien tenir mon livre et où mon voisin de salle d'attente, sûrement atteint d'un horrible carcinome ou sarcome, tombe sur la page de mon livre et lit « Holger suce une grosse bite noire ». Je te raconte ça en rentrant et ça te fait rire. Je peux venir avec toi si tu veux. Je ne veux pas. Tant que tu ne viens pas, ça n'existe pas vraiment. Je peux venir avec toi si tu veux. Je ne veux pas. Tu ne prends jamais de nouvelles des malades. Tu refuses de voir les morts découverts. Tu n'appelles pas les gens à l'hôpital. Tu as horreur de ça. Tu as peur. Tu as peur de la maladie et de la mort. Tu as peur comme ton père a peur, comme mon cousin a peur. Je ne veux pas être celle qui t'oblige à affronter ta peur. Je peux venir avec toi si tu veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu vois celle que je suis là-bas. Mais retrouve-moi dans la rue quand je sortirai. Emmène-moi à la boutique de thé ou chez Monoprix. Achète-moi quelque chose. Je peux venir avec toi si tu veux. Je ne veux pas. C'est un moment où je m'éclate tellement, putain, que je veux le partager avec personne. J'ai une relation tellement cool avec le mec qui prend ma carte vitale et ma convocation. Je suis tellement souriante pour le soulager de sa journée de merde, lui qui ne voit que les branquignoles du quartier, les bourrés, les fous, les violents. Moi, je suis tellement souriante et gentille, je sors tous mes papiers en avance pour lui éviter le calvaire d'attendre que je les trouve. Et après, si tu savais, avec la cancéro, je suis tellement drôle, et ça la change de tous ces connards de patients pathétiques et flippés et larmoyants, et moi je suis aussi ironique que possible. Je lui fais des blagues sur la maternité et la féminité, et ça lui rappelle exactement son propre humour de meuf célibataire défoncée au travail. Et on a ce putain de point commun, la cancéro et sa patiente auteure. Elle m'adore. Alors non, ne viens pas tout gâcher en m'accompagnant. Je n'ai pas envie de te sentir paumée dans la signalétique de l'hôpital. Je n'ai pas envie que tu fasses des blagues ou que tu me parles d'autre chose. Je préfère la compagnie d'un putain de bon bouquin d'un auteur bien vivant qui me parle de la torture des homosexuels en Russie. De l'herbe avec des pâquerettes et des boutons d'or. Il fait nuit et pourtant la lune ou les réverbères quelque part brillent tellement qu'on dirait une nuit étoilée, brillante. Je sors de la maison, mes cheveux sont relevés en une sorte de chignon coiffé-décoiffé. Je porte une nuisette en satin. Tu te rappelles de ça? Les nuisettes en satin, argentées ou dorées? C'était tellement court. Et là, ça recouvre à peine le haut de mes cuisses. Ma taille est fine. Je suis une elfe, une nymphe, une putain de créature invisible des humains. Je m'arrête devant l'arbuste que tu as taillé l'autre jour et je me mets du gloss parfumé à la cerise. Je sens l'air et l'air est chaud. Il fait nuit, mais l'air est doux et, oui, presque chaud. Ça ressemble au mois d'août d'avant les canicules. Tout à coup, ça ressemble aux grandes vacances. Mon odorat devient puissant et je sens la mer et la biafine qu'on mettait le soir. Mes pieds sont nus, mais j'ai la certitude qu'il n'y a aucun bout de verre pour m'entailler. Je passe mes mains sur mon cou et je porte un collier très serré. C'est le petit cordon de velours de mon premier amoureux et une pierre magique. Pierre de lune, améthyste. Pierre qui change de couleur selon tes sentiments. Alors, moi, mon pouvoir magique, et lui, le sien, de lire en moi à travers le bijou. Je souris de l'avoir retrouvé cette nuit et je pense combien il me manque. C'est possible, 25 ans après? Même si je ne l'ai jamais embrassé avec la langue, mais c'est lui qui me tenait la main dans le noir du cinéma de la place Gambetta. Où est-il maintenant? Je le cherche dans le jardin. Je le cherche sous les arbres fruitiers que tu as plantés et taillés tout de suite pour que, dans quelques années, je mange des abricots dans ta main, mon amour. Est-ce que tu sais que je sors la nuit pour chercher mon petit amoureux?
Ma main rencontre une écorce d'arbre au moment où je ris gentiment et l'écorce est un peu rugueuse et dure. Elle me regarde sévèrement. Je pose mes lèvres dessus et le bois fond de plaisir. Je bats des cils 3 fois. J'entends de la musique. Autour de moi, les lumières sont comme des pommes dorées. Le jardin est vert brillant. Il n'y a plus aucun pince-oreille, scarabée ou araignée. J'entends de plus en plus fort la guitare, la batterie et tes hurlements. Je m'approche de la rivière, tu me fais un putain de solo de batterie sur mon approche. Le chemin devient un podium. Tu sais exactement que toi, plus la guitare électrique, c'est juste parfait. Tu as 20 ans, 27 ou 50 ans, on s'en fout. Tu es toujours le mec qui chante quand je renverse la tête en arrière. Dans un coin, des bouleaux. Je rentre de Genève ou de Clermont-Ferrand. Je suis à 2 heures de la maison. Mes yeux se ferment. Je m'arrête dans une station-service. La boutique est fermée par une grille métallique. Seules les toilettes et une machine à café sont accessibles. Je commande un expresso sucré. Il gèle dehors et il y a une foutue petite pluie fine. Je rentre dans la bagnole avec mon gobelet. Fabien et Alex ramèneront le camion au théâtre demain. Moi, je n'avais pas envie de dormir à plat ventre dans ces petits hôtels de tournée, la bouche ouverte sur l'oreiller, chacun avec son lot de bière ou de cigarettes. De toute façon, j'oublie toujours de te ramener les petits savons ou de piquer les petites boîtes de confiture au buffet du petit déjeuner. Il était presque 1 heure du matin quand j'ai pris la route. Un camion entre sur l'aire d'autoroute. Il roule vite et pas très droit. Il va se garer. C'est là qu'il va dormir. Je repars. Presque personne sur l'autoroute. J'alterne entre FIP et culture. Un peu d'inter quand je sens que je m'endors. J'arrive au péage. Je prends le temps de ranger le reçu dans mon portefeuille pour me faire rembourser. J'arrive vers chez nous. Au dernier feu, je t'envoie un message pour te dire que j'arrive. Je me gare. Avant de sortir, je rassemble comme je peux les emballages vides de chips, de Twix, les bouteilles de Coca et de Perrier. Je ferme la voiture. Je rentre chez nous. À la fine peau blanche qui s'enlèvera. Devant la fenêtre de mon bureau, tu as mis des boules de graines pour les oiseaux. Je n'écris plus. Je regarde les verdiers et les étourneaux manger. À chaque fois que je t'appelle pour venir les voir, le temps que tu arrives, ils sont partis. Tu le sais que les oiseaux viennent. Tu sais que s'ils comprennent qu'il y a à manger là, ils reviendront, mais tu accours quand même chaque fois que je crie pour t'appeler. Il avait le cou tout jaune. Une mésange. Tu me rapportes un livre sur les oiseaux. J'écris avec le guide à côté de moi. Je lis leurs descriptions, leurs habitudes, ce qu'ils aiment. On se croirait vraiment à la campagne. On y est ? Oui, c'est vrai. Je lui raconte des histoires sur les oiseaux, comment on pourrait leur construire des nichoirs, où j'irai récupérer le bois et un peu de paille. Je lui rapporte des livres de la bibliothèque. Les oiseaux de la forêt, le guide des champignons, construire un poulailler, mon premier potager. Je dévore les livres, les plans, les photos, les astuces conseils, les mémos malins. Il n'y a plus que ça. Je la sauve. Et des feuilles vert argent. J'ai écrit la lettre de préavis. J'ai organisé le déménagement, loué un camion, décidé de combien de mètres cubes nous avions besoin pour ses affaires et les miennes, nos meubles. J'ai visité des maisons. Dans celles avec des cheminées, j'ai dit ce serait génial de pouvoir faire un feu l'hiver. J'ai préféré certaines maisons à d'autres. J'ai choisi en fonction de critères réels. Je me suis décidé, j'ai signé les papiers. J'ai payé ma part de la maison avec de l'argent que j'avais de côté. J'ai branché les appareils électriques. J'ai fait fonctionner la machine à laver et le lave-linge plusieurs fois pour vérifier qu'ils ne fuyaient pas. Mais ceux que j'aime,
c'est regarder des films sur mon ordinateur, c'est gratter 3 notes de guitare quand tu n'es pas là, dire des conneries avec toi sur les gens d'ici, et ce qu'on dit est de plus en plus con et parfois tellement sexiste ou raciste. Ce que j'aime, c'est courir à la fenêtre, espionner les voisins et venir te dire que c'est encore ce gros lard de noir qui laisse tourner sa bagnole, ou chercher avec toi quel métier peut bien faire sa conne de blondasse qui hurle quand il se dispute. Et depuis qu'on vit ici, c'est meilleur que tout de rire avec toi. Que je puisse gérer un déménagement, l'achat d'une maison, la mort qui est passée sur toi est un pur hasard. Je n'ai pas mon âge. Je suis encore un étudiant qui fume des joints avec les filles de l'école d'art, non? Oui. Je m'en fous que tu aies toujours des chaussettes trouées et pas de manteau neuf depuis des années. C'est pas que je m'en fous, c'est que j'aime ça. Je m'en fous d'avoir un vieux blouson en cuir et les clés de la bagnole dans la poche. Les copains du théâtre fument des clopes derrière la régie. Alex est en t-shirt en plein mois de janvier. Maxime appelle sa copine qui vient d'avoir un bébé et le bébé est malade et doit être opéré. Il coupe son portable au premier top lumière et le rallume, dès le premier applaudissement. Fabien fume son joint, me le propose et s'étonne gentiment chaque soir quand je dis non. Maxime raccroche et revient vers nous. On le regarde pour savoir. Il râle sur le plan de feu incompréhensible envoyé par la compagnie. Alors on râle avec lui, on les pourrit. Et puis Fabien rajuste son bonnet à pompons et dit on y go et on y va. Au bout du jardin, le ruisseau qu'on appellera rivière. Après 12 ans, je suis encore incapable de m'endormir avant que tu rentres. Je t'attends dans notre lit. À minuit, 1h, tu rentres. Je remange avec toi dans la cuisine. Je veux que tu me parles du spectacle. Qui tu as vu au théâtre, quelles histoires te sont arrivées, le son, la vidéo, les lumières, les loges, la régie, le bar. Parle-moi des comédiens. Pourquoi tu viens pas avec moi demain? Non, mais raconte-moi. Je te raconte les petits plantages du jour. Tu trembles trop quand tu viens nous voir. Tu dis que tu passes le spectacle à avoir peur que les lampes claquent ou que les ordinateurs plantent. Je te refais la scène de l'engueulade entre le comédien et le directeur. Tu prends parti. Tu me demandes les mots exacts et qui était là et pourquoi moi je les ai laissés. Mais j'ai dit qu'il faut écouter celui qui prend la parole et que partir à ce moment-là aurait été lâche. Tu en déduis que je suis le héros de l'histoire. Je te raconte les tours que fait Alex en régie, le jour où il a attaché ensemble les lacets des chaussures de Fabien, sans qu'il s'en rende compte, ou comment il a fait un léger bruit dans les enceintes à chaque fois que l'administrateur voulait dire quelque chose, et comment Fabien et Maxime ont dû se coucher sous la table de régie tellement ils riaient, et le metteur en scène regardait vers nous, l'air de dire « Merde les gars !» Et Alex, lui, il levait les épaules et les mains pour dire qu'il ne voyait pas d'où ça venait et qu'il était désolé. Et par terre, les 2 autres étaient pliés de rire. Tu as sommeil. Je me force à ne rien dire, ne pas bouger ni parler. J'attends sagement que tu t'endormes parce que je sais que tu en as besoin. Je pense à tout ce qu'on pourra faire demain si tu es en forme. Je me demande pourquoi on ne fait jamais des crêpes ou des pancakes pour le petit déjeuner comme les Américains. Tu dis que tu dors mal et que tu as des insomnies. Mais là, je vois bien que tu dors. Et le sol pleureur. L'éditeur a appelé et j'ai eu le prix. C'est vrai, c'est génial. Ouais, Quoi? C'est génial. ouais. Ça n'a pas l'air. C'est pas ça. Quoi alors? Tout est tellement attendu. Tu as tel prix qui te donne la possibilité de demander une bourse. Si tu as la bourse, tu peux avoir accès à telle résidence qui elle-même donne le droit de postuler à telle aide qui favorise l'édition. Enfin, c'est comme si tu passais les niveaux, tu vois, mais en fait, tout le parcours est prévu. Le schéma est entièrement dessiné par le département du livre ou le ministère de la Culture.
Ça fait un peu chier, ça, non? Enfin merde, tout est en fait dessiné d'avance et la seule demande qu'on a, c'est que ce soit fléché un peu plus et qu'on ajoute 1 ou 2 niveaux de jeux supplémentaires. Refuse le prix. On a besoin de ce fric. On n'a pas besoin de grand-chose. Regarde. Des salades, du persil, des tomates, des fraises. Et là, j'ai acheté un pied de cornichon. Des cornichons. Ouais. Comme ça, on pourra toujours avoir sur la table un bocal de cornichons pour l'apéro. Je sors dans le jardin et je suis déçue par l'écriture. Si seulement écrivain, ça ressemblait plus à un chanteur de rock. Si les mots donnaient envie de se dessaper et de danser, juste sauter sur place et hurler, comme j'aimerais ça moi aussi. Quelque part des rosiers. J'achète des chemises à carreaux. Regarde. Tu as l'air d'un bûcheron. Mais tu trouves ça joli? Oui, oui, très joli. Tu pourrais être bûcheron? Sans problème. Si on avait vraiment besoin d'argent et qu'on te propose plus de travail, tu pourrais faire complètement autre chose. Oui. Et toi? Moi aussi. On a chacun notre stock de métiers de secours. Bûcheron, instit, bibliothécaire, secrétaire de mairie, gardien d'immeuble. Carrément rouge et rose. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Il gueule tout le temps, non? Arrête, tu peux pas dire ça. C'était le disque. Le disque que les filles mettaient quand elles t'invitaient chez elles pour la première fois. Quand tu arrivais chez elles, le disque en était systématiquement au milieu de la plage 3, nonchalamment. N'importe quoi. Je suis sûre que les filles chez qui tu allais, elles n'écoutaient certainement pas ça. Elles devaient toutes écouter des trucs comme thème, des trucs irlandais ou d'Amérique latine. Arrête, j'ai pas passé ma jeunesse au rayon musique du monde de la FNAC. Mais si, pour mieux connaître les cultures de tes petites copines. Parce que c'est une façon tellement enrichissante de découvrir le monde. Toutes ces filles qui viennent de partout et toutes ces différences, comme c'est passionnant. Et d'ailleurs, elles ont bien dû être un peu révolutionnaires, non? Elles ont sûrement lutté contre une dictature et heureusement tes bras forts étaient là pour les recueillir. Et toi, d'où tu viens? Tu me regardes comme si je venais de San Francisco ou Chicago. Tu as l'éclat des néons, des feux rouges et des phares les soirs de pluie. Tu me plais? J'aime savoir que tu as grandi là, tes premiers émois en passant par Pigalle, que tu sois passé devant les sex shops et les cinémas porno à 8 ans, 10 ans, 12 ans, et moi qui ai attendu d'en avoir 19 pour passer devant les néons rouges du sexodrome. J'aime tes réflexes, ta vitesse. Le soir, dans notre maison, on regarde des films de Scorsese ou de Tarantino. Les bagnoles et les flingues à côté de la cuisine dans laquelle j'ai laissé mes essais de pâte à pain pour demain matin. Les yeux fous de Nicolas Cage et les coups de feu entourés de notre jardin. Et je vois par la fenêtre que tu as oublié de ranger les outils. Mais à l'intérieur, on se fait des cavales et des lignes de coke. Il faudrait les tailler. Je l'ai découvert en me regardant dans la glace. Un jour, je suis restée devant le miroir au moins 10 ou 20 minutes à me scruter, les yeux dans les yeux, parce qu'il y avait dedans quelque chose que je ne connaissais pas, un truc étranger. Mes yeux savaient quelque chose que je ne savais pas et leur reflet dans le miroir me le disait. Un truc profondément triste. J'ai pensé triste, mais en fait, c'était surtout un truc inconnu. Quelque chose était là qui n'y était pas avant. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à aller chez le médecin, très souvent, partout où je me trouvais. En vacances, je suis allée voir un généraliste parce que j'avais un point très douloureux dans le dos. Il m'a envoyée en urgence faire une prise de sang parce que ma tension était élevée et que ça pouvait être un signe avant-coureur d'une embolie pulmonaire. Putain, une embolie pulmonaire, c'est foudroyant ça, non? Et justement, j'avais bien clopé pendant ces vacances. Un simple nerf coincé dans le dos. Je me mets à faire régulièrement des rêves dans lesquels je suis malade.
Quelques semaines plus tard, je passe une échographie à cause d'une douleur sous le sein que j'avais depuis plusieurs jours. Rien, Après, il y a eu la radio des poumons. rien. Je rêve que je suis malade et que ma mère me masse le dos. J'ai les épaules nues et elle me soigne avec ses mains qui étalent de l'or sur mes épaules. Quand je me réveille de ce rêve, je me dis que je vais vraiment mourir, que je dois vraiment avoir un truc. Ils l'ont trouvé quelques jours après. Plus tard, je raconte ça au médecin, que j'avais fait des rêves dans lesquels j'étais malade avant qu'on ne trouve ce truc. Il répond très sérieusement, c'est votre corps qui vous a prévenu. Le corps et l'esprit s'y liés, ça me fout le vertige. Est-ce que c'est mon corps qui a prévenu mon esprit ou est-ce que c'est mon esprit qui a rendu mon corps malade? Je marche, boulevard de la Chapelle. Je me souviens avoir été une sorcière, avoir choisi mon pouvoir entre le feu, l'air, l'eau ou la terre, avoir pratiqué la magie blanche comme la magie noire, avoir écrit sur des petits bouts de papier oui et non et interrogé les esprits, tiré les cartes, essayé le pendule, les étoiles, mon thème astral. Je marche le long de la ligne de métro aérien. Au moment où je vais sortir de son cabinet, le docteur me dit « Il y a une étude tout récemment qui démontrerait que finalement il n'y a aucune cause, c'est juste pas de bol. » Le docteur a vraiment employé cette expression-là. Juste pas de bol. Le hasard. Personne qui guide ta main. Aucun esprit qui souffle la bougie. Le hasard. Je respire. Je m'accroche à ça. Je m'engouffre dans le métro et je rentre. Bonjour, et tout d'abord merci d'avoir écouté cette lecture et de vous être prêté au jeu de cette lecture filmée, et merci à nos deux comédiens, Antoine Sastre et Camille Garcia. Voilà, pour vous dire quelques mots de la compagnie Léla. C'est une compagnie que je co-dirige avec l'autrice Lola Molina depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est une compagnie dans laquelle on a deux axes de travail. On travaille sur les écritures contemporaines, mais on a aussi une grande partie de notre travail qui est axée autour de la création de fiction sonore dans l'espace public. Voilà. Maintenant, pour vous dire quelques mots sur Adeno Nuitum, le texte que vous venez d'entendre. En fait, là, vous avez entendu les 30 premières minutes de la pièce qui va très bientôt être éditée aux éditions théâtrales. C'est un texte de Lola Molina. Et pour moi, quand je m'en suis emparé pour en faire la mise en scène, j'ai vraiment considéré ce texte comme un texte éclat. C'est-à-dire que, peut-être vous l'avez entendu, je crois, ce texte fonctionne par tâches, par aplats de couleurs, de sentiments, d'émotions. C'est en quelque sorte une sorte de toile contemporaine, comme une sorte de Kandinsky, auquel il y aura un grand mouvement, comme ça, un grand dessin, autour duquel vient s'articuler des aplats de couleurs et qui en fait sont la projection des émotions de nos personnages. Donc voilà, vous avez entendu, c'est l'histoire en fait d'un jeune couple, d'un couple de trentenaires, jeune artiste. Elle est autrice et lui, il est, on le comprend, voilà, créateur lumière, on imagine, et qui vont quitter la ville pour gagner la campagne, gagner la forêt, en tout cas s'échapper pour aller renaître parce qu'elle découvre qu'elle est malade. Donc en fait, c'est une sorte de fuite de la société. Ils se coupent du monde pour aller comprendre au cœur de la forêt, comme on aime le dire en répétition, au cœur de la forêt, comme ils vont pouvoir réinventer leur amour et leur couple après l'annonce de cette maladie, qui est très grave. Voilà. Donc c'est une pièce qui, en fait, je crois, balaye trois thèmes qui sont pour nous les axes de travail. Donc la maladie, qui est vraiment le moteur principal, qui fait se mouvoir les personnages, qui fait se déplacer dans l'espace et dans le temps. L'amour, qui pour moi est un des partis pris principaux de mon travail dans ce spectacle. C'est-à-dire comment ce couple va devenir subversif, va brûler les étapes, va se brûler, va se consumer
pour justement renaître et peut-être s'aimer plus et différemment, envers et contre tous. Et il y a aussi un troisième axe qui, je sais, était aussi un moteur important d'écriture de Lola Molina pour ce texte, c'est l'interrogation sur le processus de création, qui est vraiment extrêmement fort et vraiment précieux dans ce texte. C'est-à-dire que notre personnage féminin étant autrice, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est finalement l'écriture, la force de la fiction, la puissance de la fiction, de l'imagination qui va la rendre malade, puisqu'elle va peut-être s'imaginer malade, donc être malade, ou est-ce que c'est dans la maladie qu'elle va puiser l'imagination nécessaire, s'ouvrir les portes de l'esprit pour trouver la source de l'écriture. Voilà, c'est un grand thème, c'est une grande question, mais je crois que ça traverse réellement tout le texte et tout le spectacle aussi, puisque parfois on se demande si les scènes qui se jouent ne sont pas des scènes que le personnage invente sur le temps de la scène, le temps du théâtre. Ou alors si c'est, au contraire, une pièce qui nous raconte nos personnages qui sont en train de revivre devant nous leur histoire et le virage qu'a pris leur couple suite à la maladie. Voilà. Maintenant, je voulais juste vous parler quelques instants un peu de nos axes de mise en scène et de travail. On a déjà travaillé pendant une quinzaine de jours à Villeneuve-des-Avignon, à la Chartreuse, en mars dernier, et on a pu déjà dégager des axes dramaturgiques et de mise en scène assez solides. Donc voilà. Pour commencer, alors la scénographie, elle a une double entrée aussi. Donc on travaille sur le plateau avec une sorte de champ, de prairie. Voilà, de prairie. Donc les comédiens sont les pieds dans l'herbe, les pieds dans les herbes folles. C'est une sorte de jardin en mouvement qui va aussi se déplacer, dans lequel il y a des chemins, il y a des trajets que prennent les comédiens, que dessinent les personnages au fur et à mesure que la pièce avance, pour arriver à une sorte à dégager la scène complètement à la fin et ne laisser la place qu'au texte. C'est intéressant de travailler là-dessus parce qu'on s'est aperçu que cette matière pouvait à la fois être complètement lumineuse, être presque transcendantale et très onirique, mais pouvait d'un coup être une sorte de marée noire dans laquelle les personnages sont complètement noyés et qui finalement est le reflet aussi de leur état intérieur. L'autre porte d'entrée de la scénographie, c'est la vidéo, qui est souvent importante dans les mises en scène de la compagnie. Et là, elle se constitue de 3 toiles verticales, une au lointain, une à court et une à jardin, et qui en fait fonctionnent comme un grand triptyque. Donc là aussi, on retrouve un peu l'aspect plastique. Un grand triptyque. Et on a beaucoup travaillé, on a beaucoup regardé, on s'est beaucoup interrogé sur les installations de Bill Viola, qui nous parlait beaucoup pour ce spectacle, aussi d'ailleurs par rapport au processus de création qu'il met en place dans ces installations, qui, moi, me rappelait beaucoup le processus de création dont nous parle Lola dans ce texte. Et en fait, la vidéo, elle fonctionne comme un grand continuum, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais. Elle démarre au début du spectacle et elle s'arrête à la fin sans aucune interruption. Et c'est comme une grande image qui va venir se colorer, se ralentir, s'étirer. Donc on part d'images concrètes, réelles, qui sont des images de nature qu'on est allé filmer, et qui petit à petit vont se transformer plus vers des aplats de couleurs, vers des impressions, et qui vont souvent être le reflet de ce que ressentent les personnages, mais aussi le reflet de cette nature dans laquelle les personnages se sont réfugiés, et qui va avoir sa propre vie comme un troisième personnage, et qui va aussi agir sur l'état au quotidien de nos personnages. Voilà, il y a aussi, donc ça c'est complété par un dispositif de lumière qu'on a imaginé un peu particulier, puisqu'on ne voulait pas vraiment une lumière de théâtre à proprement parler, ou assez peu en fait, et on travaille plutôt sur un dispositif d'éclairage du plateau au plateau, c'est-à-dire que tous nos éléments de décor sont aussi des éléments lumineux. En fait, la lumière vient de la scène et non pas d'un élément autre qui serait le grill ou le projecteur de théâtre. Ça nous intéressait parce que ça nous permettait aussi de raconter quelque chose de l'ordre de l'installation, qui est quelque chose que j'aime travailler moi dans les spectacles, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut, qui finalement est presque de l'ordre d'une performance, parce que je crois que ça crée de la dynamique et ça permet aussi de réfléchir sur ce thème de la création en mouvement et de la création en cours qui traverse le texte encore une fois. Et on travaille aussi avec des plantes qui sont des plantes naturellement phosphorescentes. Voilà, ça c'est
c'est la touche un peu expérimentale de la mise en scène, mais c'est assez intéressant parce que ça provoque vraiment des lumières assez belles et qui sont dans une sorte d'aplat qui rappelle beaucoup les images qui sont projetées par la vidéo. Il y a aussi une grande partie musicale dans le spectacle, puisque voilà, ça fait partie d'un des éléments fondateurs de la compagnie, l'univers sonore. Et donc la musique, on l'a plutôt composée, Bastien Verrigo, avec qui je travaille les compositions musicales des spectacles, plus comme une BO, voilà, la BO d'un film, plus comme de la musique de scène. C'est-à-dire que vraiment la musique, alors elle est évidemment pas permanente, mais elle revient par thèmes qui vont venir se tricoter avec ou entre les scènes, et qui va, pour le coup, là vraiment prendre en charge l'adolescence, l'idée de l'adolescence, qui est pour moi quelque chose que j'aime vraiment travailler, et qui, je crois, là est présente vraiment dans ce spectacle, comme si cette période de la vie de chacun, c'est la période clé et la période source de notre vie, où on a l'impression d'avoir un boulevard devant soi, où les portes de l'imaginaire sont complètement ouvertes, et où finalement on invente tout, on s'invente et on invente tout de ce que l'on est, de ce que l'on sera, même si on ne le sait pas encore. Et je crois que là dans le texte c'est important, et c'est pour ça que le personnage d'elle revient, et vous en avez eu un extrait dans une des scènes là, du début, où en fait tout part de là, en fait. Et tout part de là, soit pour eux se réinventer, réimaginer, renouveler, faire renaître leur histoire d'amour et leur couple, mais c'est aussi peut-être là où elle va aller chercher et puiser les sources de l'imagination pour écrire le texte en cours, et peut-être écrire aussi leur histoire qui se joue sur scène devant nous. Voilà. En fait, tout ça pour terminer, pour dire qu'en fait, tous ces éléments, la musique, le son, la vidéo, la scéno, sont réellement intrinsèques à nos personnages et en sont les extensions. Voilà. Tout part de ces personnages, et tout ce qui les environne en est le reflet ou l'extension littéralement. Voilà, juste pour terminer, comme je disais au début, pour moi, le parti pris qui nous anime tous, je crois, l'équipe autour de la création du spectacle, c'est réellement de se dire, le moteur du spectacle, c'est la maladie, on le sait, mais c'est plutôt un spectacle de lumière que j'ai envie de faire, qu'on a envie de faire là-dessus, plutôt quelque chose d'extrêmement lumineux et subversif sur comment on peut réinventer, se réinventer, réinventer l'amour, et peut-être se réinventer un monde, ce que font les personnages au cœur de la forêt, et comment aussi la trace que laisse l'artiste, que laisse l'auteur, et l'œuvre qu'il peut laisser à son compagnon, à sa compagne, à son couple, et finalement qu'il peut laisser dans le monde. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, et j'espère que vous pourrez retrouver la création du spectacle en avril prochain au CDN d'Orléans. Bonne fin de journée. Au revoir. Pour cette belle présentation. Virginie, Oui, c'est l'heure de conclure. oui, Cette belle déjà. après-midi, Oui, cette belle après-midi de lecture oui. au centre de congrès d'Issoudun avec Scène au centre. Eh bien, je suis ravie de cette journée inédite. Ce premier format de lecture en direct était suivi par nombreux membres du réseau Scène au centre. Merci de votre présence. Alors on sait qui a regardé, donc fiche de lecture dès la semaine prochaine sur le bureau de Virginie. C'est ça. Voilà, donc fiche de lecture, ou alors on cherche aussi des partenaires pour ces projets. Pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre en direct cet après-midi, les lectures sont disponibles en différé. Elles sont visibles depuis le même lien que celui que vous avez reçu, donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Je voudrais remercier à nouveau les équipes qui se sont prêtées au jeu de ces lectures en direct. Vous dire que vous avez pu découvrir des équipes et des projets émergents et un projet un peu plus identifié. Et c'est le rôle de Scène au centre de les accompagner chacune sur le chemin de la création et de la diffusion. Voilà, merci à elle. Et puis merci encore, un grand merci à l'équipe technique du Centre culturel Albert Camus, du CDC pour leur pertinence, et puis ressouligner donc la présence de Capsat Média qui a orchestré la réalisation, la captation et la diffusion. Merci à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt Virginie.